et bienvenue à Histoire de passer le temps. Ici Maude Savaria au micro. Et cette semaine, c'était le colloque Jean-Marie Fecteau et le comité organisateur en collaboration avec l'équipe d'Histoire de passer le temps ont enregistré tous les panels et toutes les conférences pour vous en faire des balados-diffusions. Donc, restez à l'affût, ça va sortir bientôt. Et aujourd'hui, on fait quand même une émission cette semaine, même si on avait le colloque. Je reçois Isabelle Dufour pour nous parler de cosmétiques dans le monde gréco-romain. Bonjour Isabelle. Bonjour. Nous avons aussi Jean-Noël Roland avec nous, un nouveau chroniqueur. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Tu es doctorant à l'Université de Montréal en co-tutelle avec l'Université de Liège sous la direction de Florence Close et de Gordon Blenneman. Exactement. J'avais peur pour le nom. Un morceau de robot. Oui, merci Joël. Tu travailles sur la construction de la figure épiscopale au Moyen-Âge et tu vas nous en parler un petit peu tantôt, mais je suis vraiment contente d'avoir quelqu'un au Moyen-Âge à l'émission. Ça fait... je pense pas qu'on en a eu déjà. Ça fait plaisir. Et finalement, Joël Beauchamp-Monfette, qui me fait déjà des petites blagues, nous amène à la cabane à sucre aujourd'hui pour nous parler des produits aujourd'hui. Comme d'habitude, je m'en vais dans les sujets qui ont bon goût. Ben oui. Donc, bonjour Joël. Et avec nous en studio, il y a aussi Alexandre Blier à la maîtrise à l'UQAM en histoire ancienne. Bonjour Alexandre. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on n'a pas de régie parce qu'on préenregistre et Alexandre n'a pas d'écouteur aussi, donc c'est important à préciser. Donc, si c'est un peu différent, ça va être pour ça. Et Isabelle s'est portée volontaire pour faire l'anecdote avant sa chronique. Oui, donc j'ai décelé un petit fun fact qui va quand même vous faire sourire un petit peu. Donc, Ramsès II, un grand pharaon de la 19e dynastie, a reçu en fait un passeport officiel en 1974 pour lui permettre de voyager du Caire, donc de l'Égypte, à la France, donc 3000 ans après sa mort. En fait, c'est que les égyptologues du Caire ont constaté que la momie de Ramsès II se détériorait de manière précoce. Donc, ils ont décidé de l'envoyer à Paris pour une inspection plus poussée. Pourtant, toutefois, la loi égyptienne voulait alors que les restes humains soient en règle et possèdent donc leurs propres papiers avant de voyager à l'international. Donc, une manière pour le pays d'assurer à la dépouille une protection légale afin de garantir son retour en Égypte. Donc, après de nombreuses discussions, en fait, envers la France et l'Égypte, eh bien, on a fini par faire un passeport qui fut délivré à la momie, donc à Ramsès II, précisant notamment sa date de naissance, donc 1303 avant Jésus-Christ, sa profession roi décédé. La momie du pharaon arriva finalement à l'aéroport du Bourget en septembre 1976, donc ça a quand même pris 2 ans là, avant de finaliser toutes ces préparations, où un défilé militaire fut organisé en hommage à cette collaboration exceptionnelle entre l'Égypte et la France, comme le racontait cette année-là le New York Times. Reçu avec les mêmes honneurs qu'un chef d'État, Ramsès II fut ensuite emporté au Musée de l'Homme de Paris, où pendant 8 mois, une cinquantaine de spécialistes étudièrent ses tissus et son sarcophage. Les analyses montrèrent alors des blessures liées à des combats, de l'arthrite et même un abcès dentaire. Donc quand même, hein, on est dans la précision. Les chercheurs estimèrent également que le pharaon décédé entre 80 et 80 ans, quand même, il est mort quand même assez vieux, mesurait 1,73 m et était roux, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Non. Oui, il était roux. Ça ne l'a pas empêché de faire de grandes choses. Il apparut enfin aux scientifiques que le roi d'Égypte souffrait de spondylarthrite ankylosante, une inflammation des articulations de la colonne vertébrale, ce qui fait en sorte qu'il était courbé dans les dernières années de sa vie. Puis, une fois traitée et restaurée, la momie de Ramsès II fut bel et bien renvoyée en Égypte, où elle est encore exposée depuis au musée égyptien du Caire. Mais la question, oui. Est-ce que son passeport est en papier ou en papyrus? C'était en papier. Oui, on pourrait mettre la photo. D'ailleurs, oui, c'est ça exactement. J'ai la photo du passeport, donc on va pouvoir la mettre en ligne justement pour que vous puissiez observer l'ampleur de cette situation.
Super. Merci beaucoup, Isabelle. On te laisse poursuivre tout de suite avec ta chronique. Oui, parfait. Donc, changeant un petit peu, avançant un petit peu dans le temps, on va se transposer vers le monde grec et romain, où j'ai choisi cette semaine de parler de quelque chose que je ne connaissais peu, mais que j'ai découvert pour vous. Donc, le rapport entre la médecine et la cosmétologie, donc les cosmétiques, le maquillage. Alors, les rides, la calvitie, les cheveux blancs ont été dès l'Antiquité gréco-romaine des préoccupations chez ces derniers. Les relations entre la cosmétologie et la médecine sont parfois difficiles à cerner. Par exemple, les gréco-romains n'ont pas créé de branche scientifique de la cosmétique, ni un art cosmétique dont rien de comparable avec la techné médicale. Un bon exemple, les mots cosmétique et médecine ne se retrouvent que dans un seul passage dans toute la littérature gréco-romaine. Grec, pardon. Du côté romain, on va en parler davantage. Donc, nous savons toutefois que des ouvrages ont été écrits là-dessus, même dans la période grecque, dont les Cosmeticon, donc les cosmétiques, écrits par une certaine Cléopâtre, donc une femme, à ne pas confondre ici avec la dernière reine Lagide, Cléopâtre VII, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de notre ère. Mais ce qui est intéressant, c'est que de nombreux médecins ont également écrit des textes sur ce sujet, donc surtout pour la période romaine, souvent relégués au monde féminin. Il suffit de penser à Criton, grand médecin sous Trajan, qui lui aussi a composé un traité intitulé Cosmetica. Malheureusement, ces ouvrages ont été peu conservés. Nous ne possédons donc que des fragments et c'est pourquoi il faut se tourner vers les traités médicaux postérieurs, notamment le corpus de Galien, donc le corpus galénique, ou les ouvrages byzantins pour saisir toute l'ampleur de la place des cosmétiques dans la société grecque et romaine. Ça arrive souvent en études anciennes. Oui, non, on travaille souvent avec des fragments ou des Ou rien du tout. Non, on est des bons rassembleurs d'informations, je pense. Donc, une question de fond se pose d'ores et déjà. Qu'est-ce que la cosmétologie pour les anciens? Les Gréco-Romains distinguaient déjà 3 domaines bien différents qui vont se rejoindre. On va le voir ensemble. Donc, la cosmétique, la comotique et le thérapeutique. Donc, pour Galien, grand médecin grec performant à Rome au 2e siècle de notre ère, fait une distinction nette entre ces 3 branches, 3 domaines, je dirais. La comotique, donc c'est vraiment ce qu'on peut appeler la beauté factice ou acquise, tandis que, en fait, c'est vraiment la parure, donc quelque chose qui est vraiment superficiel. Là. Donc, ça va être les bijoux, peut-être des perruques aussi, il faudrait vérifier là-dessus. Mais les vêtements, les bijoux, donc vraiment quelque chose de superficiel. Tandis que la cosmétique, est chargée de rétablir une beauté authentique ou naturelle, donc d'embellir quelque chose, donc une beauté qu'on possède déjà. Et puis la médecine, ça va vraiment de soigner, en fait, des pathologies ou des problèmes liés à la santé. Galien fait aussi une critique par rapport à la cosmétique en disant qu'il craint un aspect de camouflage par rapport au maquillage. Des pathologies que normalement le médecin pourrait voir assez facilement au niveau du teint, par exemple, où en fait les femmes vont essayer de pâlir le teint. Donc elles vont se mettre un fond de teint blanchissant fait à base de fientes de crocodile. Et ça va être pour... donc, oui, c'est ça. Donc ça va être les fonds de teint les plus... luxueux, en fait. Une chance que c'était pas pour les parfums. Non, mais il paraît que le fond de teint sentait bon. Donc, on a quand même des citations où supposément ça sentait bon. On y reviendra peut-être plus tard. Il y avait peut-être des techniques pour le désodoriser aussi. Ou c'était des très bons vendeurs. Ouais, aussi, oui. Le marketing ne date pas d'hier. Oui, mais les conceptions d'odeur aussi, c'est différent. Hein, donc, oui, mais oui, c'est ça. Puis, les femmes aussi rougissaient les lèvres, évidemment, mettaient un peu de rouge à lèvres. Et va aussi se farder les joues avec une couleur un peu rose ou rouge pour ajouter un petit peu de vie au visage, pourrait-on dire. On n'était pas rendu au contouring, là, par exemple. Non, on n'était pas rendu au niveau que nous possédons aujourd'hui. Donc, on se mettait aussi de la suie sur les paupières et les sourcils, donc pour mettre un peu un ombre à paupières foncé, là, pour faire ressortir les yeux. Puis, on va aussi dessiner les sourcils avec une sorte de crayon noir, mais avec de la suie. Donc, autre question pertinente, c'est comment les anciens percevaient le port du maquillage. Donc ça, évidemment, vous comprendrez assez vite, l'élite masculine décriait le maquillage comme étant outrancier. Ça date pas d'hier. Non, exactement. Et comme le mentionne Xénophon au 4e siècle avant notre ère, dans son ouvrage économique, la vertu qui éclaire le regard des femmes honnêtes n'a besoin de fard. Donc,
On va associer sincérité, honnêteté, femme de bonne famille avec peu de maquillage. Évidemment. Oui, absence de maquillage. 2000 ans plus tard. C'est pour ça qu'on étudie l'histoire. Hein. Les choses changent, mais pas tellement. Non, c'est ça, des choses qui persistent. En fait, plusieurs textes donnent l'impression que ceux et celles qui portent du maquillage sont des personnes perverties par la débauche ou par le paganisme. Plus on avance durant la période romaine, les premiers chrétiens et les moralisateurs vont vraiment décrier le port du maquillage. Donc, il ne faut pas oublier aussi que le maquillage était souvent relié aussi au monde de la prostitution. Donc, les courtisanes de bas étage comme de luxe en portaient, et aussi au monde de la séduction. Donc, la séduction aussi, c'était le domaine où les hommes étaient parfois faibles ou étaient influencés par certains attributs féminins ou masculins, peu importe. Donc, selon Clément d'Alexandrie, actif au 2e siècle de notre ère, les femmes maquillées sont, et je le cite, celles qui utilisent des excréments de crocodile, s'enduisent de substances putréfiées, redessinent leurs sourcils à la suie et étalent sur leurs joues de la céruse, céruse étant des racines d'une certaine plante qui sont en fait rouges, là, qui donnent le fard à joues. Donc, sans compter toutes les représentations caricaturales du port du maquillage dans les pièces de théâtre, le maquillage semble à première vue une pratique néfaste. Cependant, il faut prendre en compte que ces réflexions venaient souvent de critiques moralisatrices envers des mœurs qui étaient reliées à la prostitution, au camouflage ou à la séduction. Mais, encore une fois, donc ce qui relie en fait les cosmétiques à la médecine, c'est que certains éléments de la composition de ces maquillages, de ces fards, vont être aussi utilisés du côté de la médecine pour soigner des soins oculaires ou du visage. Donc, notamment la suie, le noir de fumée, ou qu'on appelait l'ignis, la terre de vigne et surtout la galène, donc le plomb. On peut remettre en question parfois certains usages, mais on utilisait le plomb, en fait, pour contrer, c'est ça. Donc, pour contrer la dégradation des paupières, l'angle des yeux, donc j'imagine pour ceux qui louchaient, l'absence de cils, des affections oculaires à la naissance ou chroniques, ou encore lorsqu'il y a une faiblesse, il manque donc une sécheresse des yeux, ou en fait je savais pas que ça se pouvait, mais on peut avoir aussi des ulcères aux yeux. Donc tout ça a été utilisé pour soigner ces pathologies. Mais tu parles de médecins. Oui. À quoi pouvaient ressembler les médecins de cette époque-là? Oui, bonne question. Donc, évidemment, le rôle de médecin va changer du monde grec au monde romain, mais va avoir quand même une tendance qui va rester en place. Donc, ils vont tous avoir une formation théorique dans les écoles de médecine. Donc, ils ont une formation quand même assez uniforme. Et puis, ils vont avoir aussi le penchant pratique où sur le terrain, ils vont apprendre avec un médecin déjà pratiquant les rouages du métier. Donc, deux versions de médecins. Soit ils étaient itinérants, donc quand je dis itinérants, soit ils se voyageaient de ville en ville pour offrir leurs services, ou ils vont se rendre tout simplement chez leurs patients, clients, parce qu'il fallait payer pour avoir des soins. Et puis, ce qui va faire la réputation, ce qui va faire vraiment, je dirais, la richesse des médecins, c'est leur réputation. Donc, d'avoir les meilleurs clients possibles, les meilleurs patients possibles, qui vont passer le mot que c'est eux qui possèdent les meilleurs remèdes à tous les maux. Le marché des soins était très, très, très large. J'en ai parlé dans d'autres chroniques, mais il va y avoir des charlatans, il va y avoir des magiciens, il va y avoir... donc, il n'y a pas juste les médecins qui sont là. Et il faut qu'ils se distancent de ces pratiques un peu marginales ou populaires pour montrer qu'eux ont les vrais remèdes, en fait, à ces maux-là. Mais donc, est-ce que ça a bien répondu à ta question? Parfait. Donc, le maquillage noir, donc celui de la suie là, pour les yeux, était relié à l'embellissement des yeux. Les médecins utilisaient des mêmes composantes, en fait, pour soigner toutes sortes de pathologies oculaires. Cette situation assez ambivalente ne permet toujours pas, dans une majorité des cas, de distinguer les produits cosmétiques ou thérapeutiques qui se retrouvent sur les sites archéologiques. Et où se situent aussi des pièces où on sait qu'il y avait des femmes. Donc, lorsqu'on retrouve ces produits-là, des fois, on n'est pas capable de déterminer si ça peut être des femmes médecins, par exemple, ou tout simplement des fards à paupières. Voilà pour ça. Donc, autre question, je dirais, tangente qui est vraiment présente dans toute la période grecque et romaine. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir un bon teint. Donc, le teint va devenir vraiment... Donc, l'élasticité de la peau, le fait de rester jeune, donc ça date pas d'aujourd'hui non plus. Donc, au 1er siècle,
avant notre ère, Ovide disait d'ailleurs ceci. « La beauté sera ravagée par l'âge et les rides laboureront votre minois, charmant. Le temps viendra où vous voir dans votre miroir vous mécontentera. Ce chagrin, à son tour, causera des rides. » Donc, c'est ainsi que plusieurs Grecs et Romaines se sont tournés vers l'achat de pommades en tout genre pour se débarrasser des rides, mais aussi des cicatrices, des taches, des poils et on peut penser aussi à l'acné. En fait, la quête d'une perfection dermatologique n'aura ni la même réalité ni la même signification selon qu'on le poursuivra auprès d'un maquilleur ou d'un médecin. Il existe une ambivalence provenant du médecin puisqu'un teint blanc, mais aussi un peu rouge, est signe de bonne santé. Mais il n'apprécie guère lorsque certains d'entre eux ont décidé de se maquiller pour camoufler certains signes pathologiques. Plusieurs patients vont aussi se référer auprès des médecins pour leur demander des remèdes en lien avec la cosmétologie, évidemment. Donc, philosophes, poètes et médecins ont dénoncé ce masque de maquillage qui venait cacher l'âme et la pureté du visage. Le teint était certes synonyme de santé, mais aussi de pureté morale, de sincérité et d'absence de tromperie. Donc, sincérité et honnêteté. Puis est-ce que, dans le fond, dans le monde gréco-romain, il y avait pas juste des Caucasiens aussi, là? Il y avait sûrement... Oui, mais je pense que... Mais tout le monde voulait un teint blanc, là, ça, c'est pas nouveau, là, mais... Oui, c'est ça, parce que le teint blanc aussi est synonyme de, dans le fond, de quelqu'un qui a une vie soit à l'intérieur du gynécée, donc à l'intérieur du domaine familial, où, en fait, on veut... Donc, tout ce qui était du travail physique, artisanat, métallurgie, commerce, c'était pas très valorisé, soit dans le monde grec ou au monde romain. Donc, on va vraiment vouloir se distancier de ceux qui font le dur labeur, là. Donc, on va vouloir avoir un teint pâle. Alors qu'aujourd'hui, on veut un teint foncé pour montrer qu'on va en vacances. C'est un peu paradoxal. Oui, mais il y a encore beaucoup de communautés noires et non-blanches qui veulent se blanchir le teint, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, ça dépend de la volonté ou, dans tout cas, des buts recherchés par chacun. Mais oui, effectivement, ça change d'une communauté ou d'une société à l'autre. Il faut dire aussi, le visage est l'une des parties du corps qu'on voit le plus, qui est le plus visible. Donc, c'est vraiment en fait des problèmes de peau que les gens vont le plus souffrir. Donc, un teint vert, jaune ou noir était signe pour bien des cas de réclusion sociale. Demandez-moi pas comment les gens pouvaient avoir le teint vert, mais c'était possible. Ah, moi, je peux te le dire l'hiver, là. Ah, OK. J'ai le teint vert. Puis, dans le fond aussi, on sait que dans l'Antiquité, que ce soit grecque ou romaine, les femmes qui vont faire des potions maléfiques pour essayer d'attaquer le teint de leur rival. Donc, elles veulent les enlaidir. Donc, c'est vraiment une vengeance potentielle. C'est très, très dans la sorcellerie, là. Oui, c'est ça. Selon ce que je comprends, ils ont simplement besoin de leur peinturer le visage vert. Oui, c'est ça. Ils leur lancent de la teinture verte. Puis, voilà. Excusez-moi. Là, il y avait un danger aussi, comme je disais tantôt, le marché des soins étant quand même assez varié. Il y en a qui vont se tourner vers des charlatans, vont se tourner vers des magiciennes, des magiciens qui vont vendre un peu leur pommade en disant que celle-ci est meilleure que celle des médecins. Et les médecins vont assurément, dans plusieurs traités, on va lire qu'il faut faire attention à ce genre d'offres-là parce que ça peut vraiment créer des brûlures au visage là, ou une déformation complète du visage. Voilà. Excusez-moi, j'étais un petit peu... Voilà, OK, je vais me Quel tourner. exemple tu vas nous dire, là? On attend, là, on veut savoir plus d'exemples. Oui, c'est ça. Donc, excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, je vais laisser de côté les mots dermatologiques, puis je vais me tourner vers une situation que, en fait, plusieurs gens, tu me parlais des autres couches sociales. En fait, dans le fond, il y a un problème majeur aussi qui va se dessiner, qui va vraiment perdurer durant à peu près 1000 ans. Ça va être les tatouages. Donc, les tatouages étaient souvent signe de lorsqu'on était esclave ou on était prisonnier ou on était aussi jugé, condamné à des travaux forcés. Donc, c'était vraiment une marque de soumission et d'exclusion sociale. Donc, durant toute la période, on va rechercher les médecins pour qu'ils puissent nous les enlever. Et évidemment, là, les méthodes sont assez intenses. Là. J'ai une petite recette ici là, avec des gousses d'ail. Oui, gousses d'ail avec 20 insectes broyés, avec du soufre, de la cire, de l'huile. Puis là, c'était une concoction qui était corrosive. Donc, on brûlait la peau pour enlever le tatouage. Ah, agréable comme sensation. Oui, c'est ça, toujours. Et on utilisait aussi un traitement au sel là, pour créer une abrasion de l'épiderme. Donc, vraiment, on enlève une couche par couche la peau. Puis une brûlure au 2e, 3e degré, puis après...
Exactement. Donc, abrasion qui se faisait comme 2-3 fois par mois. Puis ceux qui avaient des tatouages vraiment profonds, c'était un petit peu inutile puisque, dans le fond, vous souffriez pour un peu rien. Les résultats n'étaient pas très efficaces. Donc, voilà. Oui, tu nous as parlé beaucoup de fientes de crocodile. Mais pourquoi c'est un produit aussi prisé par les... En fait, les selles de crocodile, une fois qu'ils sont séchées, deviennent blancs, comme celles des oiseaux. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Puis, en fait, une fois broyées, ça faisait une petite poudre et on mélangeait, en fait, la concoction de crottes avec des huiles essentielles. Des huiles essentielles. Avec des plantes qui faisaient en sorte que, en fait, ça sentait... L'odeur était quand même agréable. Puis, on a aussi retrouvé, donc juste pour vous donner une idée, on sait qu'il y avait des sanctuaires où on faisait de l'élevage de crocodiles en Égypte romaine, puisqu'on a retrouvé des sanctuaires dédiés à la déesse Isis Hermoutis. Donc, on le sait qu'il y avait une origine sacerdotale égyptienne à propos du crocodile. Donc, il y avait un lien aussi quand même assez sacré avec cette utilisation. Wow, mais c'est pas rien. Hein? Donc, grosso modo, donc finalement, la cosmétique était reliée à la médecine, comme on a pu le voir ensemble. Puis, finalement, les pathologies... Des fois, c'est ça. Donc, les remèdes étaient souvent entrecroisés entre maquillage et remèdes. Mais puis ça revient, ça, aujourd'hui. Là. Moi, je fais mes propres cosmétiques, mais c'est tout le temps un petit peu entre la médecine, les remèdes, les cosmétiques. Là, c'est pas juste... mais plus de fientes. Oui, non, pas plus de fientes. À quand les fientes de crocodile dans tes cosmétiques? Ça va, moi, je reste aux huiles et aux fleurs et aux herbes. Puis il y a encore des questionnements, rapidement, des questionnements qui restent les mêmes, comme la chirurgie esthétique, la chirurgie, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, qui ne l'est pas. Donc, c'est des questions qui se transposent, mais à des technologies différentes. Oui, puis qu'est-ce qu'on veut aussi? On veut-tu le teint blanc? C'est Exactement. des critères de beauté. Super intéressant, Isabelle. Merci beaucoup. On va aller en musique avec Yakoto. La chanson s'appelle Diamonds. Okay. Satisfactory. Know what you can achieve without thinking about what you need. Practical, live your life, live it good. Yeah, practical to lock yourself. The diamonds are yours, the diamonds of life. Yeah, practical, live your life, live it good, live it right. Practical to lock yourself. The diamonds are yours, the diamonds of life. Yeah. If you can't eat, just
retour à Histoire de passer le temps. Toujours Maude Savaria au micro. Et on va poursuivre tout de suite avec Jean-Noël qui nous parle des évêques, personnages particulièrement puissants à une certaine époque au Moyen-Âge. Et je vais te laisser compléter. Exactement. Bien le bonjour encore. Et surtout un tout grand merci pour cette chaleureuse invitation à m'autoriser de parler sur vos ondes aujourd'hui du Haut Moyen-Âge et plus précisément encore des évêques. Plusieurs questions feront l'objet de cette chronique et elles se posent d'emblée. Qu'est-ce qu'un évêque ? Qu'est-ce qu'un évêque au Moyen-Âge ? Quel est son rôle et sa position sociale à l'époque médiévale ? Des questions qu'on se pose tous. Évidemment. Surtout moi, j'avoue. Quelles sont ses prérogatives et ses fonctions à un moment donné où aucune distinction n'était clairement établie entre ce qui relève aujourd'hui à la fois du politique et du religieux, du privé et du public ? Les évêques sont les chefs de l'Ecclésia, ce qui signifie qu'ils sont à la fois les responsables de la communauté des chrétiens dans son ensemble, ça veut dire tant les morts que les vivants, pour leur salut de leurs âmes. Cela comprend et concerne au premier plan toute la société médiévale, ce qui n'est pas rien. Et, d'autre part, en tant que hauts dignitaires ecclésiastiques, cela signifie aussi qu'ils sont les chefs d'une institution, l'Église. Celle-ci comporte un ensemble d'ecclésiastiques, le clergé, dont la tâche principale est d'encadrer le culte, les pratiques en vigueur, de distribuer le sacrement, de diffuser la culture chrétienne et de s'assurer de la bonne foi des ouailles. Il s'agit de multiples raisons parmi d'autres pour lesquelles il est important de bien appréhender cette fonction épiscopale. S'intéresser à la définition et aux transformations progressives finalement de cette fonction, entre l'Antiquité tardive et l'époque carolingienne, donc le 8e siècle, nécessite que l'on envisage tout d'abord les origines mêmes du christianisme et la signification première de l'épiscopat, puisque les évêques médiévaux s'ancrent eux-mêmes dans cette tradition. Le mot évêque vient du latin episcopus, qui provient lui-même du grec, alors là c'est un peu plus compliqué, episkopos. L'étymologie de ce nom est elle-même un dérivé du verbe grec épiscope, qui désigne le ministre établi pour veiller ou encore pour protéger une communauté. Et dans les tout premiers temps de l'Église, et notamment dans le Nouveau Testament, le terme évêque est appliqué comme un synonyme de presbus, prêtre. De la sorte, saint Paul évoque les épiscopoi, donc les évêques, dans son épître aux Philippiens, comme étant les protecteurs des diaconos, les diacres, qui sont, quant à eux, les ministres établis pour servir la communauté au premier plan. Okay. Là, tu viens de citer la Bible. Exactement. Okay. Non, mais pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup le christianisme, c'est une belle intro. Il remonte aux sources et il s'ancre vraiment dans cette tradition-là. Et donc, il y a déjà une forme d'hiérarchie aussi qui s'établit dès les tout premiers moments de l'Église. On le voit, hein, l'évêque en haut, le prêtre intermédiaire et le diacre vraiment proche de la communauté. D'autant plus que le terme épiscopos désigne aussi directement le Christ, ce qui n'est pas anodin, à la suite duquel se placent immédiatement les évêques. Donc, représente Dieu. C'est ça, sur terre, ouais, en gros. C'est un peu ça le pape aujourd'hui, finalement, c'est son représentant. Il nous faut cependant attendre le début du IIe siècle et les lettres de saint Ignace d'Antioche pour que la distinction claire entre les évêques, les prêtres et les diacres, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les 3 ordres du clergé, ou la triple hiérarchie, soit formellement établie. Donc, ce n'est pas une distinction qui apparaît dès les premiers moments. Ensuite, environ un siècle plus tard, avec l'évêque de Lyon, saint Irénée, nous trouvons la première mention selon laquelle les évêques sont considérés comme étant les successeurs immédiats des apôtres. Après quoi, dans son De Ecclesiae Catholicae Unitate, en français au sujet de l'unité de l'Église catholique... Oui, merci. Oui. Pas compliqué ici. L'évêque de Carthage, saint Cyprien, mort en 258, estime le premier que l'autorité du dirigeant de l'Église, autrement dit l'évêque, émane directement du Christ et des apôtres. L'on voit donc tout doucement qu'une idéologie épiscopale prend forme concernant sa primauté sur l'Église et sur la communauté des chrétiens. En tant que vicaire du Christ, c'est-à-dire son représentant, il ne peut y avoir en théorie qu'un seul évêque par communauté ou paroisse. Plus important encore, le 13 juin 313, ce qu'on appelle aujourd'hui l'édit de Milan, par lequel Constantin et Licinius appliquent l'édit de tolérance de Galère, mort en 311, via un envoi circulaire à travers tout l'Empire. Donc cet édit permettra à l'Église de sortir de son état d'illégalité dans laquelle celle-ci se trouvait jadis. Je rappelle que jusqu'alors, les premiers chrétiens ont pas mal souffert, ils ont été les victimes de farouches persécutions et la religion n'était alors jusque-là pas tolérée. Cet édit de tolérance permet en même temps à l'Église de s'intégrer peu à peu aux institutions de l'Empire romain, tant et si bien que les nouvelles institutions religieuses du christianisme ne tardèrent pas à épouser progressivement les structures administratives romaines déjà existantes. À la disparition de l'Empire, l'Église sera la seule institution encore stable et le référent par excellence. L'Église dispose peu à peu d'un patrimoine foncier considérable, donc des terres, et plus important encore d'une personnalité juridique.
car le 23 juin 318, l'empereur Constantin accorda à l'évêque ce qu'on appelle aujourd'hui l'audiencia, c'est-à-dire une juridiction, ce qui aura un impact vraiment considérable pour les siècles ultérieurs, puisque l'Empire ne sera plus le seul à posséder le monopole en matière de juridiction. Les évêques exercèrent aussi leur autorité spirituelle, judiciaire et administrative au sein des chefs-lieux, ce qu'on appelle les civitates, les cités, à travers tout l'Empire, dans lesquelles les évêques ne mirent guère longtemps à s'installer bien confortablement, attirant parfois la jalousie des comtes et des grands sur place. Depuis leur siège, les évêques eurent rapidement une emprise considérable sur la communauté des fidèles en matière de commandement, de juridiction, d'enseignement, en dehors de ce qui relève aussi de la puissance spirituelle de leur charge. Et ce charisme particulier leur est conféré par le rite de la consécration, c'est-à-dire le rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne ou une chose, comme une église encore aujourd'hui, par qui cette action spécifique entre dans la catégorie du sacré. Parmi les autres sacrements, seuls les évêques ont en leur possession la capacité de pouvoir consacrer, ce qui n'est pas anodin. On dit alors qu'ils ont la plénitude des sacerdoces, il y en a 7 en tout. Ces bases solides étant établies, passons immédiatement à l'épiscopat chez les Francs, mon sujet de spécialisation, et donc c'est pas anodin que j'en parle aujourd'hui avec vous. Alors qu'en est-il de l'épiscopat chez les Francs, et plus particulièrement depuis que le roi mérovingien Clovis, mort en 511, s'est converti au christianisme, par l'influence de son épouse, chrétienne, faut le dire, et de l'évêque Rémy de Reims. Eh bien, par les fonctions qu'il occupe, un évêque du Haut Moyen-Âge, un évêque franc, tient une place importante dans sa cité et au sein de son ecclésia. On a vu ce que cela implique. Tout comme l'église dont ils ont la charge, ils sont omniprésents dans la société. Ils gèrent le temps, les morts, etc. En outre, les évêques occupent une place notable dans le culte des saints auquel ils s'associent, ce qui, encore une fois, n'est pas rien, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre chronique. L'évêque détient un statut privilégié en raison du caractère consacré de sa fonction dans l'Église, mais aussi à cause du pouvoir individuel qu'il possède dans son diocèse et dans sa cité. Il s'agit d'un charisme qui est là personnel. Avec ses collègues, par contre, l'évêque franc dispose aussi d'un pouvoir en collégialité et par conséquent d'une autorité plus qu'avantageuse dans le royaume des Francs, où il peut asseoir une position sociale importante parmi ses pairs, à la cour dans le royaume des Francs, ou encore où il peut asseoir une position, donc je l'ai dit, dans des grandes assemblées ecclésiastiques du royaume, les conciles. Est-ce que tu dis que tous les évêques s'allient ensemble pour utiliser leur pouvoir comme une institution? Il y a un phénomène de collégialité lors de ces grandes réunions conciliaires, notamment, normalement, elles sont annuelles. C'est pas toujours le cas, surtout pendant les guerres civiles chez les Francs, qui n'arrêtaient pas de se taper dessus. Il n'y avait pas vraiment les moyens de le faire. Et donc, c'était les grandes occasions de se rassembler, de discuter des sujets du quotidien, des normes et des bons comportements à suivre, lesquels sont entérinés par des actes qu'on a conservés plus ou moins, dont on a encore les traces aujourd'hui. Et surtout, afin d'éviter les abus, des abus qui pouvaient conduire à des hérésies. Et, ce qu'on veut pas, quand on veut une foi unie, à travers un royaume, si possible, qui devrait lui aussi être uni. Mais c'est pas le cas. Donc l'épiscopat du Haut Moyen-Âge fonde son pouvoir et sa position sociale sur des bases qui lui sont spécifiques, ecclésiastiques et sacrées, et qui sont bien plus complexes que ne tend à démontrer aujourd'hui le traditionnel modèle dualiste présent dans la littérature scientifique. On dit souvent qu'on représente l'évêque par ses rapports avec la royauté et l'aristocratie d'un côté, et de l'autre son lien de parenté avec les évêques. Et c'est tout, mais il faut le dépasser, ce cadre-là. L'épiscopat, depuis les tout premiers temps chrétiens jusqu'à la période carolingienne, s'est chargé progressivement de divers honneurs qu'il cumule en raison de son implication dans les affaires du siècle, notamment par son rôle en matière de règlement de conflits, lors des guerres civiles c'est assez important, de juridiction. Il n'hésite pas non plus à dire au roi « ton boulot là, tu le fais pas bien, il faudrait un peu revenir... C'est un conseiller important. J'aurais une petite question. Oui. Là, on parlait de guerre civile. Est-ce que les évêques participaient à ces conflits armés ou Alors, on a des conciles, dans les violences? On a des conciles où il est clairement mentionné qu'ils ne devraient pas porter les armes, donc ça veut dire qu'il y en a sans doute qui le faisaient. Vu que leur famille était impliquée, il y a quand même un phénomène d'élite et de clan, donc certainement oui, ils étaient impliqués, c'était des personnages vraiment à côté du roi, à la cour, et donc ils avaient des éminences grises, comme on pourrait dire. Oui, parce que si je me trompe pas, ils provenaient de familles nobles. C'est donc ça, j'allais justement. Ah bon. Tracasse, c'est très bien. Tant et si bien que les évêques donc ont réalisé depuis leur formation initiale un véritable cursus honorum, comme les Romains finalement, et dont l'épiscopat serait la cerise sur le gâteau. Et avec un peu de chance, grâce à la sainteté, on entre dans la mémoire pour l'éternité. Et ça, c'est vraiment excellent. Et c'est assez alléchant d'ailleurs. L'épiscopat était source de conflits, un statut qui attisait de nombreuses jalousies, notamment lors du processus d'élection. Mais ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique et le temps file. L'autorité épiscopale est elle-même intimement attachée à sa dignité, à son charisme personnel et à des larges fonctions variées qu'elle occupe et exerce de façon simultanée sur un territoire, le diocèse, et sur ses fidèles, les paroissiens.
L'évêque possède aussi cette position dominante en raison de ses possibles origines aristocratiques. Encore une fois, c'est au niveau individuel cette fois-ci. De son instruction poussée, de sa capacité de rédaction en tant qu'intellectuel, de son éventuel accès à la sainteté et de son cumul de vertus qui sont sans cesse mises en avant comme modèle de comportement et de bonne conduite dans les textes. Textes qui concernent l'ensemble de la communauté, qui sont lus lors des cérémonies, des textes où ils se mettent en scène, bien évidemment, puisque ce sont eux les auteurs la plupart du temps. Et ils se mettent évidemment en avant sous leur meilleur jour. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas d'autres personnes qui savent lire, j'imagine. Quand même, les intellectuels, la plupart du temps, sont des clercs, effectivement. J'assume que leur meilleur jour implique pas des cosmétiques. Pas que je sache. On serait peut-être étonné. Moi, je pensais à d'autres types de relations pour les évêques, là, mais... Mais alors, ils possèdent aussi cette position de premier choix à cause de leur implication dans l'économie et la charité, ainsi que dans l'exercice du pouvoir politique et institutionnel. Ainsi, l'évêque de Noyon, le célèbre Saint-Éloi, se trouve à côté du bon roi Dagobert, qui n'a pas encore mis sa culotte à l'envers, au début du 7e siècle. Il était un orfèvre hors pair. Elle passera tantôt, non? C'était en fait un orfèvre hors pair et il devient très vite monétaire du roi. Et donc, il devait gérer des quantités importantes d'argent. Ouan, son collègue, évêque de Rouen, à la même période, était un référendaire du même roi, chef de la chancellerie, donc conseiller et gardien du sceau, ainsi qu'un diplomate. On voit, il cumule un ensemble de casquettes qu'il n'arrête pas de changer l'un et l'autre, si bien qu'on les confond finalement. Et les exemples sont nombreux. Il y a un éventail de possibilités pour s'accaparer et s'attribuer des fonctions et ainsi gravir les échelons de la société. La figure épiscopale franque s'est constituée tant et si bien que l'évêque apparaît à l'aune de la période carolingienne comme une sorte de grand ordinaire incontournable du royaume. Il n'hésite pas à interpeller le roi, comme j'ai dit, sur des sujets qui fâchent. C'est les seuls qui osent, finalement. Parfois, il s'en mord les doigts par après. L'évêque concentre donc dans ses mains une puissance considérable qu'il partage aux côtés du souverain dont ils sont les proches, parfois les représentants, les fidèles aussi, les intimes et les primiciers, les conseillers. Nous touchons ici véritablement le cœur de ce qu'est l'Église franque, une Église qui est à la fois royale et épiscopale, où le roi comme l'évêque sont tous deux responsables du salut de la population. Cette même Église franque s'organisait d'abord et surtout autour de ses évêques. De même que pour le rôle du chef du clergé diocésain et de leur rôle de pasteur auprès des fidèles, leurs prérogatives publiques, dont disposaient les évêques mérovingiens, sont, comme vous l'avez compris, immenses et variées. Elles leur sont échues soit par usurpation et ou délégation progressive de l'autorité centrale. Et pour toutes ces raisons complémentaires, un évêque mérovingien peut être considéré sans conteste comme un incontournable de sa cité et du royaume des Francs. Leur étude approfondie permet sans conteste d'apporter un nouvel éclairage sur cette civilisation médiévale qui fascine encore aujourd'hui. Je vous remercie. En tout cas, toi, ça te fascine, ça paraît beaucoup, puis on a hâte à plein d'autres chroniques. C'est ça? Quel type de sources qu'on a pour connaître la vie de ces évêques-là? Alors, elles sont variées. On a quelques tombes, mais évidemment, l'archéologie est plus rare. On a parfois encore des traces épigraphiques de pierres qui mentionnent rapidement évêque de telle et telle période, a fait ci, a fait ça. Les plus importantes sont les sources hagiographiques, puisque eux-mêmes essayent de s'ancrer dans la mémoire d'un saint qui est prédécesseur, qui était évêque. Comme ce sont de grands aristocrates qui appartiennent souvent même parfois à la même famille, on essaie de commémorer son nom pour l'éternité, pour sauver son salut aussi. Ils sont quand même préoccupés par ça. Il faut essayer de se remettre dans les préconceptions de la période. Il y a également les actes de concile dont j'ai parlé, donc c'est très croustillant pour voir un évêque, un clerc ne devrait pas se marier ou continuer à être marié, parce qu'il y en avait qui étaient mariés avant de devenir évêque. Donc il y a vraiment des lettres aussi. Ce qui est assez rare, c'est de les mettre tous ensemble en musique, en fait, pour définir un petit peu ce qu'est l'épiscopat, et ça, c'est mon travail. Mais les évêques, dans cette période-là, accroissent beaucoup leur pouvoir sur la ville. Comment est-ce qu'ils peuvent contrôler la ville à ce point-là? Tout d'abord, comme ils sont responsables du salut des âmes de la communauté, c'est aussi des gestionnaires financiers. Ils ont un énorme patrimoine foncier qui vient déjà de leurs prédécesseurs. Eux-mêmes, en tant qu'aristocrates, en fait, sont censés arriver sur le siège épiscopal et offrir des terres à l'Église. Et ces terres restent et appartiennent à l'Église. Et donc, souvent, on essaie d'aller chercher le meilleur candidat. C'est un peu comme pour un poste de prof à l'UNIF. On va essayer de chercher le gars qui a le meilleur CV pour accroître le potentiel finalement de la cité. Ce sont des défenseurs, parfois comme j'ai dit, il y a quelques exemples qu'on les où ils prennent les armes, où ils essayent de faire un miracle pour vaincre l'ennemi. Je veux dire, il y a vraiment de grandes possibilités. Ils gèrent la communauté des morts aussi. Les édifices sont des grands constructeurs, donc ils sont vraiment partout.
partout. Ben justement, pour faire le point avec ta réponse, donc j'imagine qu'il y a quand même des évêques qui ont dû avoir une place importante dans leur communauté. Puis je me demande, j'imagine que tu sais plus que moi, mais est-ce qu'il y aurait des évêques qui auraient atteint un certain niveau d'influence quasiment égal au roi, ou qui auraient été aussi influents, ou qui auraient pu aider je sais pas, là, des soulèvements ou des oppositions? Ben, j'ai un exemple en tête, notamment Saint Arnoul de Metz, qui va s'associer avec Pépin. Qui va s'associer avec les originaires, les ancêtres des Pépins pour en fait combattre les Neustriens et vaincre finalement la famille de Brunehaut, qui va entraîner sa mort. Donc Arnoul de Metz va cumuler un ensemble d'honneurs et de potentiel tellement fort que oui, il pourrait quasi être l'égal du souverain. C'était Clotaire II à l'époque, qui a eu un fils Dagobert. Mais justement, Dagobert on revient encore à lui, Dagobert va suivre l'enseignement d'Arnoul. Et il y a un épisode dans sa vie hagiographique où on voit que Dagobert se fâche contre l'évêque et est presque prêt à le tuer. Parce qu'Arnoul l'avait cherché, parce qu'il était trop influent. Voilà, donc, après, c'est difficile de rentrer vraiment dans le détail là maintenant, surtout que je crois que le temps file. Oui, mais on attend d'autres chroniques avec plaisir. impatience pour des vies d'évêques spéciales. Vous parlez de la géographie, un petit peu de vite. C'est ça. Puis on va aller à la musique avec Joël qui va nous chanter Le bon roi Dagobert. Le bon roi Dagobert, je me souviens plus des autres paroles. La passe à Jean-Noël. Joël, notre musicien, je suis déçue. Non, on va aller en musique avec Feng Suave, Honey, There's No Time. De retour à Histoire de passer le temps, toujours avec Maude Savaria au micro. Et nous allons finir l'émission avec Joël qui va nous parler de mon moment préféré de l'année, la cabane à sucre et la dégustation de sucre et de sirop et de tire d'érable. Oui, ben ça va être une chronique en plus d'un temps. Et aujourd'hui, je vais me concentrer plus sur le sucre que le sirop pour me concentrer la prochaine fois sur les cabanes à sucre. Bon, à propos de son film Le goût d'un pays, qui est un film qui traite du sirop d'érable et de la culture québécoise. Quel film? De qui? J'allais le dire. Okay. Le réalisateur Francis Legault a dit, et je cite,
Tellement souvent, dans les dialogues, on pourrait remplacer le mot sirop par le mot pays et ça aurait énormément de sens. C'est une base solide pour extrapoler vers une réflexion plus large sur les notions d'identité et de peuple. Fin de la citation. Aujourd'hui, pour vous, j'ai décidé de relever le défi et de parler de sucre d'érable et d'identité canadienne-française. Le produit est connu internationalement comme la culture québécoise ou canadienne, figurant même sur notre beau drapeau national blanc et rouge. Pour comprendre pourquoi c'est aujourd'hui probablement le seul produit alimentaire à faire encore consensus, faut remonter son histoire et comprendre les racines du produit alimentaire lui-même. Le sucre d'érable a des origines inconnues et une histoire très métissée. Autochtones, Français et Britanniques y ont chacun mis leur touche personnelle et amené le produit plus loin, ce qui est trop souvent mal compris à mon avis. Je vais vous lire une autre citation. Le sirop d'érable fait partie depuis longtemps du tissu culturel canadien. Les Premières Nations du pays ont montré aux premiers colons comment recueillir la sève et la faire bouillir pour obtenir du sirop d'érable. Fin de la citation. Cette citation nous provient d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Je dirais que c'est tout simplement faux, mais je vais plutôt opter pour le verre à moitié plein et dire qu'elle est plutôt extrêmement réductrice, parce que le sucre d'érable a connu un important métissage. On a hâte d'en savoir plus. Ben oui. De rectifier Agriculture Canada, on aime ça. Oui, particulièrement. Si sa culture est attestée depuis la publication en 1557 des Voyages de Jacques Cartier par André Terray, on ne sait pas exactement quand l'histoire de notre produit printanier préféré commence. Les premiers écrits semblent parler d'une origine dans la Gaspésie ou en Acadie, mais il faut penser que c'est aussi là que les colons sont allés en premier. Alors, il ne faut pas vendre l'écorce de l'arbre avant de l'avoir bûché. Plus tard, les écrits qui mentionnent le sucre d'érable vont en effet jusqu'au Mississippi et même aux Illinois. Bref, les Autochtones de tout le nord-est américain sont habitués d'entailler les arbres au printemps pour en retirer la sève, légèrement sucrée, ce qu'on appelle l'eau d'érable. Par contre, ils ne font pas du sucre, ou même du sirop. Non, parce que pour du sirop comme on le conçoit, il faut attendre les années 1890. Et pourquoi est-ce que les Autochtones qui retirent la sève ne font pas du sirop avec ça? La question se pose. La raison est simple. Les Autochtones n'ont tout simplement pas de contenant en fer pour cuisiner. Ainsi, pour faire chauffer leur nourriture liquide, ils la recueillent dans un contenant en écorce de bouleau. Évidemment, vous pourrez deviner qu'un contenant en écorce de bouleau au-dessus d'un feu, comme on dit, ça fait pas long feu. Plutôt, on met des pierres sur le feu, jusqu'à ce qu'elles soient très chaudes. Puis, on les retire du feu et on les dépose dans le contenant pour qu'elles transmettent leur chaleur au bouillon liquide. On voit ici la variante de déposer les contenants en pierre sur les pierres chaudes, mais ayant déposé les pierres chaudes au sol, dans la neige, elles ne restent pas chaudes très longtemps, donc on peut penser que pour le sucre d'érable, l'option de les déposer dans le contenant est plus populaire. D'ailleurs, pour comprendre l'importance de ce processus-là, en Abénakis, le mot pour dire sucre est une combinaison de deux mots que je ne tenterai pas de prononcer en Abénakis ici, mais c'est les deux mots pour arbre et pierre, ce qui montre bien le processus au travers du seul mot. Le défaut de la méthode des pierres, c'est qu'on ne parvient pas à obtenir une forte ébullition, nécessaire à la fabrication du sirop. D'ailleurs, dans les écrits des premiers voyageurs français à faire des expéditions, on se plaint constamment de la trop faible cuisson des aliments sur ce continent ici. Une autre technique consiste à laisser reposer l'eau d'érable pendant la journée dans une bassine, ce qui sépare l'eau qui flotte et le sucre qui coule au fond. Et pendant la nuit, lorsque l'eau gèle, on retire l'eau, ce qui concentre un peu plus le sucre et en fait un espèce de réduit. Ces deux méthodes visent à obtenir un sirop, mais c'est pas le sirop qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment un réduit, ce serait le meilleur mot. Puis on utilise aujourd'hui ce réduit-là parfois pour faire de l'alcool. C'est très, très bon.
Oui, eux l'utilisaient plutôt... Fun fact. Eux l'utilisaient plutôt pour faire cuire des aliments dans l'eau d'érable un peu concentrée, leur donner un côté Sucré. un peu plus sucré, c'est ça exactement. Donc, aucune des deux façons n'arrive réellement à obtenir un sirop. C'est un réduit parce qu'on arrive à enlever entre une demi et un tiers de l'eau. Donc, on est très loin du sirop d'érable aujourd'hui. D'ailleurs, le mot sucre d'érable ne semble pas apparaître dans les écrits avant 1691. Alors, on parle de sirop, même si ce n'est pas le même sens qu'aujourd'hui. Pourtant, il ne faut pas croire que le procédé n'a rien d'autochtone. L'eau d'érable a une importance certaine dans les cultures autochtones. J'ai mentionné l'exemple en abénakis, mais dans plusieurs des langues autochtones du nord-est américain, le mot sucre et le mot pour l'érable, qui est l'arbre, ont la même racine. Bon, les colons français apportent avec eux un nouvel élément essentiel à la transformation de l'eau d'érable, le chaudron. En effet, les Autochtones leur ont appris à récolter l'eau d'érable, mais il reste à la transformer en sucre. Le procédé est simple. Dès les premiers dégels, on se munit de raquettes pour aller entailler les arbres. Avec une hache, on forme un V dans l'écorce et on va planter un couteau au cœur du V. Le couteau va servir de gouttière. Au pied de l'arbre, on dépose une auge en bois ou en écorce pour recueillir l'eau. Avec le temps, on va remplacer ces outils un peu rudimentaires par un vilebrequin ou un foiret pour percer l'écorce et un chalumeau de cèdre ou encore de plumes de canard pour faire office de gouttière. Une fois l'eau d'érable recueillie, on la fait chauffer à ébullition dans le chaudron, au-dessus du feu, jusqu'à ce que la cuillère devienne difficile à tourner pour avoir la bonne consistance. Nous sommes encore très loin de la cabane à sucre. La cabane à sucre qui n'apparaît pas avant près des années 1850. Plutôt, on fait le feu directement à côté de l'arbre que l'on vient de faire couler pour réduire le transport des auges en bois qui sont très lourdes, surtout en raquettes dans la neige. Au fil du temps, on se creuse un cercle dans la neige pour réduire le vent pendant qu'on fait cuire l'eau d'érable et on viendra éventuellement à faire une sorte de couvert en branches autour du trou, ce qui ressemble au campement nomade qu'on voit partout sur Terre. Un trou creusé dans le sol et des branches. Ces petits shacks qui sont ronds sont des lieux de protection contre le froid pendant la cuisson, éventuellement deviennent des lieux de jasette familiale, puis entre amis, et c'est l'ancêtre de la cabane à sucre telle qu'on la développe une centaine d'années plus tard. En 1749, un botaniste suédois, Peter Kalm, vient en Amérique du Nord et au Canada pour y observer les plantes. Il se trouve impressionné par ces grosses boules de sucre qu'on affectionne ici. Pourquoi des boules de sucre, vous devez vous demander? Eh bien, la cuisson assez agressive de la sève ne permet pas de donner du sirop comme on le voit aujourd'hui. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sirop fait son apparition vers les années 1890. Dans le régime français, la forte ébullition donne un produit qui a une consistance solide et qu'on casse en petites boules, semblables à des sucres d'orge, et que l'on appelle le sucre du pays. Pour les colons français, par contre, il relève moins du plaisir du palais que d'un produit réellement médicinal. Faut dire que les Français de l'époque, sur le continent, comme ici, ne mangent presque pas de sucre dans leur alimentation. Ce qui est paradoxal puisqu'ils sont, en même temps, les principaux producteurs de canne à sucre. Ainsi, comme beaucoup de produits sucrés, on attribue progressivement au sucre du pays des vertus qui sont pharmacologiques, aidant contre les rhumatismes, la grippe, la toux et le rhume. Et on le considère même comme un fortifiant pour la poitrine. D'ailleurs, on le verra souvent dans les repas des personnes âgées et des malades dans les hôpitaux de l'époque et les couvents. Ah, ben comme dans ma nourriture maintenant. Moi, partout. Oui, ça se répand comme une traînée de sucre. Oui. Est-ce que sa culture est répandue en Nouvelle-France? Donc, on pourrait se poser la question. C'est une bonne question et les historiens ne s'entendent pas sur le sujet. Il est certain qu'on en produit et il semble qu'une bonne partie de la population en produise. Toutefois, la quantité estimée par l'historien Yvon Desloges est de 100 grammes par habitant par année en 1739, ce qui n'est vraiment pas beaucoup considérant la population. On pourrait donc dire que pendant le régime français, une bonne partie des habitants en produisent, mais ils en produisent en petite quantité et surtout à des fins de consommation personnelle et familiale.
Oui. Mais j'avoue que le fait de... Donc, tous les procédés que tu nous as dit, ça avait l'air aussi assez compliqué, là, complexe à aller chercher l'eau d'érable. Donc, je pense juste ça doit être quand même pas tout le monde qui devait faire tout le trajet pour... devait payer, en fait, des compagnies. Ben, je sais pas, des compagnies ou des gens qui s'arrogeaient un peu cette... Il faut savoir où ils sont, les érables. puis si Ouais, Les, ils c'est ça, il y en a érables sont plusieurs. généralement autour des habitations. Donc, Ok, chacun c'est ça, en je me fait, mais demandais. Ok. personne à cette époque-là a des grandes érablières. OK, parfait. Donc, les gens en font pour leurs petits, avec quelques érables, font leur consommation personnelle. OK. C'est après la conquête britannique de 1760 que l'histoire du sucre d'érable suit un développement important. Et à l'arrivée des loyalistes américains surtout. La ruée vers l'or brun. Oui. Je l'avais barré, celle-là. À partir des années 1780 et 1790, le sucre d'érable commence à être produit en bien plus grande quantité. En effet, une étude partielle des pensions alimentaires du Bas-Richelieu, que j'avais faite il y a quelques années, a montré une augmentation en flèche des demandes en sucre d'érable dans ces pensions, justement pour l'année 1790. 2 facteurs peuvent expliquer cette montée rapide. Le goût du sucre est le premier. En effet, les Britanniques, à l'inverse des Français, ont beaucoup de sucre dans leur alimentation. Les produits sont plus sucrés, les desserts abondent et la consommation de thé surtout nécessite une grande quantité de sucre. Ainsi, au fur et à mesure que l'apport culturel britannique augmente dans la colonie, le goût du sucre peut se répandre. Toutefois, l'accès à des produits commerciaux, grâce au marché britannique, est peut-être encore plus important. En effet, le sucre d'érable n'est pas le seul produit en développement, et le rhum, le vin et le thé suivent la même courbe. Là-dedans, on retrouve des produits sucrés et des produits à forte connotation culturelle britannique. Mais surtout, on retrouve des produits non essentiels et difficiles à produire sur la terre directement. Il faut donc passer par un marché, et c'est à cette époque qu'on commence à commercialiser le sucre d'érable. Dans la région des Bois-Francs en particulier, qui est en plein développement, des érablières produisant de grandes quantités commencent à apparaître. Le sucre d'érable obtient donc une valeur sur le marché, au point où un certain Antoine Quesnel de Rigaud paie sa rente à son seigneur pour l'année 1806 avec 11 livres de sucre d'érable. Alors que le blé avait une valeur quasi monétaire dans la colonie, le sucre d'érable commence donc à devenir un important produit commercialisable ou au moins monnayable. Au final, on peut se demander, à qui doit-on les fameuses cabanes à sucre et leurs produits qui nous rendent si fiers? Quelle est l'identité culturelle du sirop d'érable? Est-ce que c'est autochtone, français, britannique? À mon sens, ce qui rend cet aliment si consensuel est justement le long processus de métissage qu'il a subi. La sève que les Amérindiens ont appris à trouver, à extraire et à concentrer est transformée en sucre par les colons français, puis est répandue sur le marché par le marché commercial britannique. C'est donc un aliment qui n'appartient à aucune culture, mais en fait à toutes les cultures historiques de la colonie. En même temps, il fait le pont entre l'apport trop souvent oublié de l'ingéniosité des Autochtones et la culture pré-industrielle des Européens. Dans ma prochaine chronique, j'irai un peu plus loin dans la direction de la cabane à sucre pour tenter de comprendre le processus d'hybridation identitaire qu'elle a subi. Mais en attendant, je vais nous laisser réfléchir à tout ça parce que l'alimentation et l'identité, ce sont des questions qui n'ont pas fini de faire couler du sirop. Oh, wow! faim. Merci pour tous ces jeux de mots et cette belle chronique. J'ai très, très hâte à la semaine prochaine pour en savoir encore plus. Moi, c'est dans ma famille la cabane à sucre depuis plusieurs générations. Fait que c'est super intéressant. Puis, je suis sûre que ma famille va t'écouter avec beaucoup d'attention. Oui, Isabelle, tu as une question? Rapide, mais Oui. à quel point, là j'ai une question qui est d'ordre général, à quel point il y a d'érables au Québec? Est-ce qu'il y en a partout ou On parle vraiment de la vallée du Saint-Laurent OK. à l'origine. Bon, à mesure que l'écoumène se développe et qu'on coupe les arbres pour faire des champs, il y en a de moins en moins. Mhm. Et c'est pour ça qu'au moment où la commercialisation se développe, on s'en va surtout vers les Bois-Francs, l'Estrie, la région des loyalistes, qui n'est pas encore coupée à blanc pour faire des champs. Donc, c'est pour ça que c'est cette région-là qui est OK. le berceau fort de la commercialisation du sucre d'érable. Parfait. Super.